Bonjour et bienvenue dans notre plongée d'aujourd'hui. Alors, on a une mission vraiment stimulante devant nous. Oui, très stimulante, je suis ravie d'être là pour en parler. Bah écoutez, c'est super, on va décortiquer un document assez spécifique que notre équipe a compilé. C'est un cours de langue intensif. Un cours stratégique même, on pourrait dire. Exactement, stratégique. Et c'est centré sur 80 mots puissants pour parler français comme un natif. Mais attention, le but c'est pas de réciter un dictionnaire aujourd'hui, hein. Ah non, surtout pas, ça serait mortellement ennuyeux. C'est clair, hein. En fait, on vous décodait la mécanique psychologique derrière ça. Le document met le doigt sur une douleur vraiment universelle quand on apprend une langue. Le fameux mur du niveau B2. Voilà, c'est ça. C'est ce plateau hyper frustrant. En gros, on est fonctionnel, on arrive à commander un café, on lit les gros titres, on survit à une réunion. On se débrouille, quoi. Ben, on se débrouille, mais intérieurement, on se sent comme enfermé dans une camisole de force. Dès qu'il faut nuancer une opinion ou manier l'ironie, ben, les mots nous manquent. C'est une sensation terrible, en fait. On a l'impression d'offrir une version un peu enfantine de sa propre intelligence. Absolument. Et je suis sûr que beaucoup de ceux qui nous écoutent voient exactement de quoi on parle. Bah, cette sensation d'enfermement, c'est vraiment le symptôme d'un malentendu profond sur la façon d'atteindre le niveau avancé, le niveau C1. Comment ça, un malentendu? Bah, face à ce plateau B2, la réaction instinctive, c'est souvent d'essayer d'engloutir des milliers de mots aléatoires. On télécharge des listes infinies en espérant que la quantité va créer la qualité. Ah oui, la fameuse technique du bourrage de crâne. Exactement. Or, la thèse de notre source démontre l'inverse. Le passage au français de haute volée, ça demande pas une expansion massive du vocabulaire. D'accord, donc c'est pas une question de volume. Non, c'est plutôt l'acquisition d'une sélection chirurgicale en fait. Il faut abandonner les mots généralistes pour adopter des termes de haute précision. C'est ça qui débloque une pensée plus sophistiquée. C'est toute la différence entre frapper fort et frapper juste, du coup. C'est une super façon de le dire, ouais. Bah, pour illustrer ça, prenons la première catégorie de la source, les verbes. Ce sont les moteurs de la phrase. Les moteurs, oui, tout à fait. Et rester au niveau B2, avec des verbes basiques, pour moi, c'est un peu comme essayer de sculpter une statue en marbre avec un couteau à beurre. Oh, waouh, l'image est parfaite, hein. Un couteau à beurre. Bah oui, on tape, on fait des marques, on donne vaguement une silhouette, mais le résultat reste hyper grossier, quoi. Ouais, on dit que quelque chose est important au lieu de dire que c'est primordial, par exemple. C'est ça. Ou alors on dit qu'on va régler un problème sans aucune nuance. Et le couteau à beurre représente bien ces mots passe-partout. Le guide qu'on examine, lui, il nous donne un scalpel. Un scalpel, j'aime bien ça. Un exemple. Prenons un des 20 verbes de précision de la liste. Circonscrire. Ah, circonscrire. C'est pas un mot qu'on entend tous les jours. Non, justement. Au niveau intermédiaire, on dirait plutôt on doit limiter le problème ou le définir. Ce qui est un peu vague, finalement. Très vague. Utiliser circonscrire, c'est tracer mentalement une ligne de démarcation claire autour de la difficulté. On l'isole avant même d'essayer de la résoudre. Donc c'est très spatial en fait. Ça modifie carrément la posture de la personne qui parle. Complètement. La personne ne subit plus la situation, elle la maîtrise intellectuellement et spatialement. Ça redéfinit l'autorité, c'est fascinant. Un autre exemple qui m'a sauté aux yeux dans les notes, c'est le verbe exacerber. Ah oui, très puissant celui-là. Au lieu d'une phrase plate comme Cette décision va aggraver la situation », on dit Cette décision va exacerber les tensions ». Ça apporte une dimension presque tactile, non? Mais grave. Le mot lui-même, il contient cette idée de friction, de chaleur, un truc qui gratte et qui s'enflamme. On transmet vraiment une atmosphère. Ouais, c'est exactement ça. Et puis, dans la même veine, il y a le verbe pallier. Ah oui, pallier. Celui-là, on fait souvent l'erreur de mal l'utiliser, non? Tout à fait. Pallier illustre à merveille cette exactitude chirurgicale. La source le définit comme l'action de compenser un manquement de manière temporaire. Donc c'est pas juste résoudre un problème. Ah non, surtout pas. Remplacer pallier par résoudre, c'est une grosse erreur d'analyse. C'est l'équivalent de poser un garrot sur une hémorragie en attendant les secours. Oh, je vois. Donc, si on l'utilise en réunion, on signale qu'on sait que la solution est juste un pansement. Exactement. On montre que le problème de fond reste entier. Et maîtriser cette nuance, ça permet de saisir les implicites culturels de haut niveau. Mais parce que beaucoup de choses passent par le sous-entendu du mot juste. Bon, alors, si les verbes sont le moteur, les adjectifs de la source, c'est quoi? On les voit souvent comme de la simple déco, mais à ce stade, ils agissent plutôt comme les suspensions d'un véhicule. Les suspensions.
C'est-à-dire? Ils permettent à la phrase d'épouser les moindres bosses, les moindres contours de la discussion. Le guide cite des termes comme anodin ou insidieux. Ah, anodin. Qualifier un détail d'anodin, ça dit à l'auditoire que c'est inoffensif. Voilà, et en opposition totale, un danger décrit comme insidieux, ça change tout de suite l'état d'alerte. C'est pas un danger frontal, c'est un truc invisible, sournois. Exactement, ça rampe sous la surface. Et il y a aussi éphémère, qui injecte une dimension temporelle très urgente, très mélancolique. Ouais. L'orateur ne se contente plus de relater des faits, il en donne la véritable nature. C'est super puissant. C'est le passage de la 2D à la 3D, en fait. J'adore. Le scalpel pour l'action, les suspensions pour les nuances, mais pour manipuler des idées abstraites, il faut un cadre, non? Ah, l'architecture de l'abstrait. C'est là qu'on entre dans le vif du sujet C1. Ouais, parce qu'une fois qu'on quitte le matériel, il faut structurer des concepts. Et la source donne 20 noms conceptuels, par exemple la dichotomie. Un de mes préférés. C'est bien plus qu'une simple différence. C'est ça, c'est une séparation radicale. Et il y a aussi le paradigme, ou l'apanage. L'apanage, oui, le privilège exclusif d'un groupe. Ces noms, ce sont les piliers de cette fameuse architecture. Sans eux, faire une critique sociétale, ça devient vite laborieux. On fait des phrases à rallonge. Et on perd son interlocuteur, clairement. Mais des piliers solides, ça a besoin de ciment. Le ciment, c'est les connecteurs logiques, je parie. Exactement. Le guide détaille des adverbes comme concomitamment pour une simultanéité parfaite. Waouh, concomitamment, rien que ça. Ou alors corrélairement pour une conséquence logique. Ou encore subsidiairement. Attendez, là je dois intervenir et me faire l'avocat du diable une seconde. Allez-y, je vous écoute. Autant dichotomie, je suis d'accord, c'est utile, mais concomitamment ou subsidiairement, il n'y a pas un énorme risque de paraître insupportablement arrogant? C'est la peur numéro 1, oui. Bah oui, en voulant sortir du B2, on risque de sonner comme un vieux manuel de droit poussiéreux, non? Pourquoi on dirait pas juste ensuite ou de plus? L'objection est super légitime. C'est le piège de l'hypercorrection. Mais le document est formel là-dessus. Le but, c'est pas la prétention. C'est quoi alors? L'éradication de l'ambiguïté. Exactement. L'ambiguïté, c'est l'ennemi. Dans un débat intellectuel dense, les mots de liaison comme et, donc, ou, mais, ils ploient sous le poids de la complexité. Ils sont trop vagues, c'est vrai. Voilà. Un donc, ça peut indiquer une déduction hâtive, mais corollairement, ça signale une conséquence mathématique inévitable. C'est lié exclusivement à ce qui vient d'être dit. Absolument. Ouais, mais imaginez une réunion d'équipe classique, un mardi matin. Si un collègue commence par subsidiairement, il va braquer tout le monde avec une distance très froide. Tout dépend de l'enjeu, en fait, et du niveau de précision requis. C'est-à-dire? Subsidiairement, ça a une fonction très spécifique. Ça annonce que l'argument qui suit vient en second plan. Ah, donc ça protège l'argument principal. Voilà, ça permet de couvrir ses arrières sans diluer son argument phare. La source appelle ça la cohérence. Donc fournir cette structure, c'est une forme de politesse intellectuelle. C'est exactement ça. C'est offrir une carte routière extrêmement détaillée à la personne en face pour qu'elle ne se perde pas. C'est joliment dit, une carte routière détaillée. Mais ça m'amène au gros point de friction de toute cette méthode. La mémorisation, je suppose. Bingo! Avoir une magnifique carte de 80 mots, c'est génial. Mais si on l'oublie sur la table du salon, elle sert à rien. C'est le danger de la surcharge cognitive. Grave. Comment le cerveau peut-il digérer ça sans tout rejeter en bloc? La mécanique de la mémoire est implacable. Mais heureusement, le guide donne un protocole d'assimilation en 5 étapes. Ah, les fameuses 5 étapes. La première va un peu contre l'instinct du bon élève d'ailleurs. Oui, la sélection personnelle. La règle d'or, c'est seulement 15 mots par semaine. 15, c'est tout. Si on tente les 80 d'un coup, on garantit un effacement total des données. La qualité doit primer sur la quantité. Se limiter à 15, ça donne un rythme digeste. Mais la deuxième étape, c'est là qu'est la vraie astuce psychologique, non? La création de phrases intimement liées à sa vie. Oui, le cerveau est une machine à trier. Il efface tout ce qui n'a pas d'enjeu de survie. Donc lire le dictionnaire, ça sert à rien. Le cerveau classe ça en bruit de fond. Mais si on décrit une dichotomie douloureuse dans sa propre famille... On crée un ancrage émotionnel. Exactement. On dit au cerveau « Hey, cette info fait partie de mon identité C'est super malin. Et l'étape 3, c'est de l'utiliser dans les 48 heures, à l'oral. ». Dans une vraie conversation ou un message vocal. Ça cimente l'ancrage. Mais ça reste fragile sans l'étape 4. La répétition espacée. C'est ça, les sciences cognitives
adore ce truc. Et a raison, hein, on pirate la courbe de l'oubli. Notre cerveau désintègre les souvenirs. S'ils sont pas réactivés, Donc le protocole dit rappel à 1 jour, 3 jours, 1 semaine, 1 mois. en forçant le rappel juste avant d'oublier, on oblige le cerveau à passer de la mémoire à court terme à la mémoire à long terme. C'est du piratage neuronal pur et simple. Et la récompense, c'est l'étape 5. L'immersion contextuelle. Ah, ce moment de jubilation. Grave. T'écoutes enfin, on écoute un podcast géopolitique et paf, le mot apanage surgit. Ça génère un énorme pic de dopamine, ça valide l'apprentissage. C'est clair. Mais il y a des écueils, non? Des erreurs fatales selon les notes. Oui, surtout une méconnaissance du registre de langue. Ah. Mon objection sur subsidiairement refait surface. J'ai une bonne analogie pour ça. La garde-robe. Je sens que ça va me plaire. Posséder ce vocabulaire C1, c'est comme avoir un smoking sur mesure magnifique. La coupe est parfaite, ça donne de la prestance. Voilà. Mais si on enfile ce smoking en mardi d'août pour aller acheter une baguette à la boulangerie, on a juste l'air ridicule. Totalement déconnecté de la réalité. C'est ça. La maîtrise avancée, c'est pas porter le smoking tout le temps, c'est adapter sa tenue. Placer un adverbe hyper académique autour d'un verre entre amis, c'est le smoking à la boulangerie en effet. Exactement. Il y a d'autres périls. La timidité orale. L'apprenant doit accepter de faire des erreurs. Une connaissance purement livresque, ça reste stérile. Faut ouvrir la bouche, quoi. Et la prononciation aussi, non? Essentiel. Un concept brillant mais prononcé de façon incompréhensible, ça rompt toute communication. Bon, la théorie est solide, mais j'aimerais qu'on passe à la pratique. La métamorphose en direct. C'est la dernière partie du document, et c'est là que la magie opère. Ouais, prenons une phrase cliché de niveau B2 et voyons le changement. Par exemple, c'est un problème important. En mobilisant nos nouveaux outils, ça se métamorphose en « c'est un enjeu primordial Ah, waouh! L'écart psychologique est vertigineux. ». Vous trouvez pas? C'est un problème important, c'est hyper passif, on subit la situation, on demande de l'aide presque. Alors que c'est un enjeu primordial. C'est une déclaration de leader. Le mot « enjeu » montre qu'il y a quelque chose de précieux à perdre ou à gagner. Et primordial indique l'urgence absolue. L'autorité de l'orateur est décuplée. C'est fascinant. Le pouvoir change de camp. Un autre exemple. La phrase initiale, c'est « je pense que c'est vrai ». Et ça devient « je soutiens que c'est vraisemblable ». Ouh, la subtilité intellectuelle ici. Je pense, c'est balancer une opinion dans le vide, sans filet. Et je soutiens, c'est un engagement physique et intellectuel. On endosse la responsabilité. Et remplacer vrai par vraisemblable, c'est de l'humilité scientifique, non? Exactement. C'est admettre qu'on n'a pas la vérité absolue, mais que les preuves tiennent la route. C'est de la pure honnêteté intellectuelle. Les derniers exemples confirment tout ça. Au lieu de « nous devons changer cette situation », ça donne « nous devons transformer cette situation ». Une refonte profonde au lieu d'une modification de surface. Et pour finir, il a dit son opinion clairement devient « il a explicité son point de vue ». Réussir ces transformations de manière fluide, c'est l'indicateur de réussite ultime selon la source. Ça veut dire que la traduction interne est finie. On pense en C1. La simulation est pleinement engagée, oui. Écoutez, on arrive au moment où la langue devient vraiment un outil de modelage. Franchir ce plafond B2, c'est pas magique, c'est de la stratégie pure. On s'équipe du scalpel, des suspensions, on bâtit l'architecture. Mais on respecte son cerveau avec les 15 mots par semaine. Et la source rassure, hein, les natifs voient pas ces efforts comme des erreurs gênantes. Au contraire, c'est perçu comme une marque de respect intellectuel. Ça génère beaucoup de bienveillance. Absolument. Ça déclenche une dernière réflexion qui me trotte dans la tête, pour conclure. Allez-y, je suis curieuse. On a décrit ces mots comme des outils pour mieux s'exprimer, mais si on inverse le truc, et si les mots définissaient les frontières de ce que notre cerveau peut formuler? Oh, vous voulez dire que ça change notre perception? C'est ça. Le jour où on intègre vraiment la dichotomie ou la nature insidieuse d'un truc, est-ce qu'on ne devient pas soudain capable de voir des nuances dans la réalité qui nous étaient totalement invisibles au niveau B2? C'est profond, ça. La langue comme lentille de la réalité? Ouais. L'enjeu primordial, ce serait pas de métamorphoser nos phrases, mais de métamorphoser la réalité qu'on perçoit. C'est quand même vertigineux à méditer, la prochaine fois qu'un mot nous manquera. Une très belle pensée pour clôturer cette analyse, vraiment. Merci, et merci à tous ceux qui nous ont écoutés. À la prochaine pour une nouvelle plongée